Avec votre permission, je voudrais donner la parole à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Production et de la Transformation agricole, pour sa présentation. Monsieur le ministre d'État. Mesdames, Messieurs les participants, notre pays, le Tchad, comme vous le savez, regorge d'énormes potentialités agricoles. D'énormes potentialités tant en terres arables, cultivables, qu'en eau souterraine que de surface. Nous disposons dans notre pays 39 millions d'hectares de terres arables. 39 millions d'hectares de terres arables. Nous disposons, et ça fait donc 30% du territoire national. Nous disposons aussi de 5,6 millions de terres irrigables parmi ces 39 millions de terres cultivables. En ce qui concerne les eaux de surface comme les eaux souterraines, nous avons entre 265 et 455 milliards de mètres cubes par an. Ça veut dire que nous avons tout ce qu'il faut pour ne jamais parler de famine dans notre pays. Malgré toutes ces potentialités, les terres exploitées depuis que le Tchad est Tchad, les terres exploitées sont seulement de 6% du total. Et c'est ce qui fait que nous crions encore parfois famine. Nous avons certes des terres très riches, mais nous ne disposons pas d'outils performants pour produire davantage. C'est ce qui fait que chaque année, à certaines périodes, on crie disette ou famine. Et surtout, si on doit se référer à la saison qui vient de s'écouler, je puis vous dire, vous le savez tous, qu'elle a été une saison très dramatique du fait des inondations. Et ces inondations ont englouti plus de 400 000 hectares de culture. 400 000 hectares, ça veut dire que si on doit dire quelque chose, c'est que la famine risque de nous surprendre. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, nous sommes en train de voir comment il faut garnir nos magasins de l'ONASA dans les provinces et dans les départements en attendant cette période dite de famine ou de soudure. Et je profite de cette occasion pour dire également à certains préfets, certains gouverneurs, que l'ONASA, depuis, je crois, au temps de Tombalbaye, c'était d'abord le FDAR. Après le FDAR, au temps de Hissène Habré, c'était la DLCCN, Direction de lutte contre les calamités naturelles. Ensuite, l'ONC, pour être aujourd'hui l'ONASA.
a été créé non pas pour une distribution gratuite, parce que nous recevons chaque jour des dizaines de demandes qu'il faut de vivre pour telle ou telle localité. Non, ce n'est pas ça l'objectif de l'ONASA. L'ONASA a été institué juste pour attendre la période de soudure, et pendant cette période de soudure-là, il faut, si on sent qu'au niveau du marché, le sac de céréales se vend à 40 000, alors au niveau de l'ONASA, on fait une vente subventionnée, c'est-à-dire on vend par exemple le sac à 15 000 pour obliger les commerçants véreux du marché à casser le prix. C'est ça le rôle de l'ONASA. L'ONASA n'a pas été institué pour une distribution gratuite. Donc je crois que je profite de cette occasion pour informer certains gouverneurs qui nous envoient chaque jour les demandes que ce n'est pas pour ça. Il faut au moins attendre la période de soudure. Si on commence déjà à distribuer aujourd'hui, alors quand la famine va nous surprendre, qu'allons-nous faire? Voilà. Donc nous sommes en train de nous organiser pour essayer de faire une vente subventionnée pendant la période de soudure. En ce qui concerne ces inondations, je crois qu'elles vont continuer toujours à venir. Et là, je vais prendre une seconde pour vous expliquer pourquoi dans nos grandes villes, il y a tout le temps ce genre d'inondation. Celle de cette année a dépassé le cap des inondations de 1961. Mais pourquoi tout cela? Je vais vous expliquer ça pour deux raisons. Premièrement, il faut vous dire que les villes, certaines villes du Tchad, n'ont jamais été conçues pour être des villes. Je prends l'exemple de la ville de Fora-Chamboul, la ville de Sarr. En 1890, quand Émile Gentil était arrivé là, il n'a jamais un seul instant pensé que ce camp qu'il a créé allait être la ville de Sarr aujourd'hui. C'était un camp d'exploration scientifique qui, par la suite, a grandi avec l'arrivée des populations tout autour pour devenir la ville de Kokaga, la ville de Sarr aujourd'hui, qui est une grande ville. Mais quand cette ville a grandi, les colonisateurs devaient, s'ils pensaient que l'inondation allait peut-être semer des dégâts comme aujourd'hui, ils devaient faire des levées topographiques dignes de ce nom pour déterminer la pente naturelle telle que tracée par Dieu lui-même, voir par où va la pente de cette ville de Sarr avant de tracer des canalisations pour orienter les eaux vers cette dépression. Ça n'a pas été fait. Et c'est ce qui fait que jusqu'à ce jour, il y a ce genre d'inondation. Là où nous sommes, en 1900, quand les troupes françaises avaient voulu continuer à Fort Fourreau pour combattre les troupes de Rabat, ils avaient contourné par le royaume du Wadaï, parce que le sultan d'Oudmoura les a chassés de là, et ils ont trouvé un sultan à Mao, le sultan Mahi Ali, qui leur a donné un chamelier qui les a conduits jusqu'au bord du Charib. Et là, ils ont pompé leur pirogue pour s'embarquer du côté de Fort Fourreau, l'actuel Kousséri. Et quand ils ont combattu les troupes de Rabat,
Rab a mort, le commandant l'a mis mort. Ils se sont repliés tout simplement du côté de la rive droite pour observer de l'autre côté si les troupes rabistes n'allaient pas se réorganiser pour récidiver. Et c'est comme ça qu'ils sont restés, ils ont organisé un camp et voilà, petit à petit, les populations avoisinantes de Boutelfil, de Lian, celles de Djarmaya, etc. sont venues pour leur vendre soit du lait, des moutons ou alors du poisson pour les parents Kotoko de Mara, etc. Et c'est comme ça que la ville a grandi. Normalement, ces colons devaient également, comme je l'ai dit, faire des levées topographiques pour voir où va la pente naturelle de cette ville où nous sommes. Ils ne l'ont pas fait et tout bonnement, ils ont orienté les canalisations vers le fleuve alors que le niveau du Chari est plus haut que là où nous sommes. De sorte que chaque fois qu'il y a crue, alors toutes les eaux se déversent par la même canalisation dans la ville et c'est ce qui pose le problème de l'inondation, de ce problème éternel de l'inondation dans nos villes. Tout comme en 1904, à Bangor, M. Koun n'a jamais dit que Bangor allait être une ville. Et c'est ça qui fait que chaque fois aussi, pendant la période des inondations, vous voyez les populations tout le long des rues. Ça, c'est le premier problème. Le premier problème de levée topographique qui n'a pas été fait. Deuxièmement, cette année, il y a eu prise de photos par satellite du lac Tchad. Ça veut dire que le problème du lac Tchad n'est pas un problème d'évaporation des eaux. On dit que ces eaux se rétrécissent, mais c'est un problème d'ensablement. La porte d'entrée au lac a été bloquée par une barrière de sable, de sorte que les deux cours d'eau qui l'alimentent chaque fois qu'ils viennent là, ils se heurtent à cette barrière et ils font marche en arrière pour se déverser dans les côtés les plus bas, c'est-à-dire du côté de N'Djamena, Bangor ou je ne sais pas, tout le long du Chari et du Logon. C'est ça également. Et si rien n'est fait, je vous assure que si on n'arrive pas à désensabler ce passage-là pour laisser couler librement les deux cours d'eau vers le lac, le lit du lac, alors l'inondation va être encore très désastreuse les années à venir. Donc, le problème de levée topographique, tant que ce n'est pas fait, pour déterminer la pente naturelle, afin d'orienter les canalisations, ou alors ce problème de désensablement, s'il n'est pas fait, alors nous allons toujours, cette année c'est 400 000 hectares, 400 000 hectares qui ont été engloutis par les eaux, mais je vous assure que les années qui viennent, si rien n'est fait, ça risque d'être plus grave que cela. Nous parlons de la production agricole. Nous voulons, comme l'a souligné le dialogue national inclusif, nous voulons arriver à une autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. On dit alimentaire et nutritionnelle. Le tout n'est pas seulement d'avoir à manger, mais il faut avoir à manger et avoir à manger en qualité. Aujourd'hui, malgré toutes les potentialités que j'ai évoquées au début, le Tchad continue à importer les vivres des pays voisins avec tous les risques, avec toutes les conséquences. Je vous apprends que les riz, par exemple, nous n'avons pas de test sur ces riz qui nous viennent d'ailleurs. Nous n'avons pas de test
pour faire sur l'huile que nous consommons, on nous envoie l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, alors que eux-mêmes, chez eux, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Comment ils peuvent en produire à grande échelle pour nous envoyer une bonne partie ici? Ceci est également la cause de cette hausse de mortalité que nous enregistrons au jour le jour, parce que notre mort vient de notre assiette. Dans tous les pays du monde, il existe des laboratoires de contrôle au niveau des frontières. Au niveau des frontières, donc, on installe des laboratoires pour le contrôle des aliments. Quand on sait qu'un véhicule arrive d'ailleurs avec des vivres qui doivent être consommés par la population, automatiquement ce laboratoire prélève un échantillon pour analyser avant de les mettre en consommation ou de les laisser entrer. Si on constate qu'il y a problème, alors soit c'est un retour à l'envoyeur, soit c'est incinération. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Mais ici, chez nous, nous n'avons pas ce laboratoire. Nous avons Sekokda, c'est vrai, mais Sekokda n'est pas à Ouzou, Sekokda n'est pas à Léré, Sekokda n'est pas à Baïbokoum, Sekokda n'est pas à Adré. C'est pourquoi il faut absolument qu'il y ait ces laboratoires-là si nous voulons que la population vive dans de bonnes conditions ou alors ait une alimentation ordonnée vers le bien. Au niveau de quelques localités du sud du pays, les chasseurs ne vont plus à la chasse de pintades et de gazelles ou bien alors de biches cochons avec des lances ou des couteaux de jet ou des calibres 12. Ils vont au marché, ils achètent des paquets de cubes magie qu'ils transforment en poudre pour diluer dans l'eau, et cette eau, ils mettent sur les passages de ces animaux. Quand une pintade fout le bec dans cette eau, alors automatiquement, en 5 minutes, elle devient aveugle et les gens viennent seulement les cueillir. Cube magie. Il paraît que c'est ça qui donne le goût à la sauce. C'est un danger. Si on avait un laboratoire à l'entrée, on n'allait pas laisser entrer cela. Tout le long des rues à N'Djamena, il y a des gars qui vendent le sirop. Ce sirop vient de la poudre qu'on dilue dans l'eau, qu'on sucre pour faire acheter. Et cette poudre, parfois c'est le jus de mangue, le jus de goyave. Il n'y a même pas un seul pied de manguier en France. Comment ils peuvent, eux, manger ces mangues-là jusqu'à être pleins et nous envoyer le reste ici pour notre consommation? La mangue vient de l'Inde, ce n'est pas de la France. Ce n'est pas de la France. Ces poudres sont simplement des poudres chimiques avec des ingrédients chimiques qui donnent le goût et l'odeur de tel ou tel fruit. Et c'est ce qui nous tue en ce moment dans ce pays. C'est ce qui est à l'origine de ça, je vous le dis, je suis obligé de vous le dire. Ceux qui mangent tout le temps avec le cube magique, je crois qu'en disant, ceux qui mangent ça le savent, ils se savent concernés. Avec le temps, ça provoque une baisse constante de virilité et ça peut même aller à une impuissance incurable. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Donc, comme je vous le disais, le tout n'est pas de produire chez nous, mais il faut produire qualité. Donc, voilà, j'ai fini mes 20 minutes. À nous revoir prochainement et merci beaucoup.